Et c'est maintenant au tour du président de la commission des finances de monter sur la scène du Forum économique des banlieues. J'appelle Éric Coquerel qui va nous partager la vision de la France insoumise pour le renouveau économique et social dans les banlieues. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci au Forum économique des banlieues de cette initiative. 5 minutes, c'est très court, donc je vais y aller un peu à la serpe. Vous m'en excuserez. D'abord, de quoi parlons-nous? Il faut le répéter, nous parlons de territoires qui cumulent absolument toutes les inégalités et toutes les discriminations. C'est en ça qu'ils sont spécifiques. Les chiffres ont été donnés tout à l'heure, je les rappelle rapidement parce que ça donne l'ampleur du sujet. Taux de chômage 3 fois plus élevé que dans le reste de la France. Population, 40% de jeunes ont moins de 25 ans, donc plus jeunes. Un jeune sur 3 à un niveau inférieur au BOP et au CAP. Chez les 15-29 ans, 29% ne sont ni en emploi ni en études. 44% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. La moitié des habitants des QPV gagnent 1168 € pour une personne seule contre 1808 dans le reste de la France. Ça, c'est la situation. Deuxième constat, qu'on arrête avec cette idée que quelque part, il y aurait eu un pognon de dingue via la politique de la ville, distribué dans les quartiers et que finalement, ça serait de l'argent dilapidé que seuls les acteurs des 10 quartiers porteraient la responsabilité de ne pas avoir utilisé. Le rapport sur la Seine-Saint-Denis, qui est mon département, qui est un département particulier sur la politique des QPV, le rapport Cornu-Gentil 2017, avec Stéphane Peu de député, qui a été réactualisé par le même rapport il y a un an, conclut que dans tous les secteurs, tous les domaines, il y a inégalité de fait pour ces QPV par rapport au reste de la France, d'un point de vue éducation, justice, santé, etc. Troisième chose, c'est que je pense qu'il ne faut pas isoler la question des QPV de politique économique globale, notamment parce qu'en plus de ça, je l'ai dit tout à l'heure, vous l'avez compris, beaucoup des habitants des QPV font partie de ce qu'on appelle les classes populaires, les classes plus défavorisées. Bien. Et donc, une politique économique qui ignorerait la nécessité de transformer la politique macroéconomique en France ne réglerait pas la question des QPV. Ce ne sont pas des îlots qui pourraient être traités de manière séparée. Donc oui, si on augmente les salaires en France, si on augmente les revenus de tous ceux qui vivent du travail, on améliore la situation des QPV. Oui, si on construit plus de logements sociaux, l'année dernière, c'est un des records, ça faisait des décennies qu'on avait construit aussi peu de logements sociaux, il y a 500 000 demandes, on améliore la situation des QPV. Oui, si il y a une reconquête des services publics, dont on sait qu'ils sont désormais absents de beaucoup de territoires en France, pas que les QPV, mais aussi les QPV, oui, on améliore le sort de la population, donc il y a un problème macroéconomique qui est posé. Cinquièmement, évidemment, mettre le paquet sur l'éducation, sur la formation. Et de ce point de vue-là, je ne suis pas d'accord avec la politique du gouvernement qui, depuis plusieurs années, met la question du tout apprentissage au centre de la formation. L'apprentissage est nécessaire, mais en complément d'une éducation et notamment de la revalorisation des lycées professionnels et de la revalorisation globale de l'éducation nationale. Donc il faut mettre le paquet. C'est pas normal, par exemple, que dans mon département, les enseignants aient dû se mobiliser des mois pour demander un plan d'urgence qui leur permet d'avoir des moyens pour qu'il y ait moins des élèves par classe et aussi de garder les enseignants, parce qu'il y a aussi un problème de turnover, notamment des enseignants dans les quartiers populaires qu'il faut évidemment améliorer. J'allais dire que cette question de l'enseignement et de l'éducation, c'est aussi de permettre à des jeunes dans les quartiers populaires de vivre pendant qu'ils font leurs études, quand ils sont indépendants fiscalement. Voilà pourquoi nous avons proposé une allocation étudiante de 1 158 € par mois et qui serait dès 16 ans pour les jeunes dans les lycées professionnels, plutôt que de les contraindre de prendre des petits boulots précaires. Sixièmement, évidemment, la reconquête des services publics. Il y a souvent, on le sait, des problématiques entre les jeunes des quartiers et la police, mais force est de constater aussi que les policiers ont un curieux rôle, puisque parfois c'est le seul service public qui reste dans beaucoup de quartiers. Et que de ce point de vue-là, oui, il y a nécessité de renforcer les services publics et aussi, pourquoi pas, parce que c'est une création d'emplois, de faire en sorte que ces services publics, les emplois aillent aussi aux habitants des quartiers populaires. Ça doit être une mission. Je pense qu'il ne faut pas isoler la question des QPV de politique économique globale, notamment parce qu'en plus de ça, je l'ai dit tout à l'heure, vous l'avez compris, beaucoup des habitants des QPV font partie de ce qu'on appelle les classes populaires, les classes plus défavorisées. Bien. Et donc, une politique économique qui ignorerait la nécessité de transformer la politique macroéconomique en France ne réglerait pas la question des QPV.
Ce ne sont pas des îlots qui pourraient être traités de manière séparée. Donc oui, si on augmente les salaires en France, si on augmente les revenus de tous ceux qui vivent du travail, on améliore la situation des QPV. Oui, si on construit plus de logements sociaux, l'année dernière, c'est un des records, ça faisait des décennies qu'on avait construit aussi peu de logements sociaux, il y a 500 000 demandes, on améliore la situation des QPV. Oui, si il y a une reconquête des services publics, dont on sait qu'ils sont désormais absents de beaucoup de territoires en France, pas que les QPV, mais aussi les QPV, oui, on améliore le sort de la population, donc il y a un problème macroéconomique qui est posé. 7e point, évidemment, de lutter contre toutes les discriminations à l'embauche, dont on sait qu'elles sont un phénomène malheureusement non marginal. Un nom à consonance maghrébine, par exemple, a 31,5% de chances en moins d'être contacté par un recruteur dans ce pays. Et enfin, l'entrepreneuriat, puisque j'ai compris que c'était une des bases aujourd'hui du travail qu'on nous demande de faire. Premier constat, il y a entrepreneur et entrepreneur. Un auto-entrepreneur qui travaille chez Uber n'est pas un entrepreneur, c'est un travailleur à la tâche digne du 19e siècle, qui évidemment est problématique. Et la dernière chose, c'est qu'il faut aider les entreprises, mais à s'implanter avec là un pôle public bancaire, avec des moyens qui sont faits pour valoriser effectivement tous ceux qui veulent travailler sur des critères socio-écologiques dans ces quartiers et créer de l'emploi. Éric Coquerel, on vous applaudit. Alors, je vais vous demander de vous soumettre à cet exercice de synthèse, comme tous les autres partis, en nous donnant la mesure phare que vous souhaitez que l'on retienne. Mais j'aimerais aussi vous demander, toutes les mesures que vous avez citées, elles coûtent beaucoup d'argent. Je l'ai dit précédemment, vous êtes aussi le président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale. À la lumière du déficit public historique français, comment est-ce qu'on finance ? De faire ce que je vais demander tout à l'heure à Matignon, puisque je vais demander les lettres plafond qui ont été envoyées au ministère, de faire en sorte notamment qu'on permette à l'État d'avoir à nouveau un peu plus de recettes, puisque vous savez que les déficits sont particulièrement produits par le fait qu'on a moins de recettes, et que notamment ça passe, il faut le dire concrètement, par taxer à nouveau les ultra-riches de ce pays qui ont bénéficié de 7 ans et qui font en sorte que ça nous coûte des dizaines de milliards d'euros. Donc ça serait déjà une première façon, pas la seule, mais je serais trop long sinon, d'aller récupérer l'argent dont nous avons besoin. Et je vais peut-être répondre à votre question sur la... Allez-y. Voilà. Alors, ce n'est pas la mesure que je vous demande de retenir, mais c'est celle que je propose. Bon, on a aujourd'hui en France environ 200 milliards d'euros par an qui sont donnés aux entreprises, sans condition quasiment et sans contrainte. Ce qui fait que vous avez des entreprises qui touchent de l'argent public, soit par les exonérations, soit par des aides fiscales, et qui après s'en servent pour redistribuer des dividendes. Voilà. Et qui ne sont pas moins bien traités que l'entreprise qui va créer de l'emploi, favoriser l'égalité salariale femmes, favoriser le recrutement sans les discriminations, etc. Donc, nous, ce que nous voulons, c'est réorienter ces aides. Et pour réorienter ces aides, c'est-à-dire les réorienter sur, par exemple, les entreprises qui veulent s'implanter dans les quartiers populaires en recrutant les gens des quartiers populaires. Je dis ça parce que moi, dans ma circonscription, il y a plein de sièges qui viennent s'installer, de boîtes. Bon. Sauf que le matin, ce que je constate, c'est que la plupart de leurs salariés, ils arrivent par le RER d'autres départements et ce n'est pas les gens qui sont dans ces quartiers qui travaillent dans ces boîtes. Donc il faut implanter des entreprises qui travaillent, qui recrutent dans ces bassins d'emploi, des entreprises aussi créées par les habitants des quartiers populaires, notamment les jeunes, et par exemple favoriser l'économie sociale et solidaire, favoriser des circuits courts, favoriser les relocalisations, favoriser l'industrialisation, favoriser justement des emplois bien payés. Et pour ça, c'est vers ces entreprises qu'il faut orienter les aides publiques de l'État. Voilà, je pense que ça serait une mesure concrète qui permettrait, à mon avis, d'améliorer les choses et permettrait aussi aux habitants des quartiers populaires, même si vous avez compris que je ne considère pas que l'entrepreneuriat soit le seul objectif. On peut être aussi salarié, bien vivre, et puis à partir du moment où on a un bon salaire, mais ça revient à ce que je vous ai dit au départ, mais ça pourrait être quelque chose d'efficace et de concret. Merci d'avoir été concis et concret. Merci.